d'élevage, notamment la production de viande et même de l'aviculture. Et chaque fois qu'on parle de pastoralisme, il faut que les gens comprennent bien qu'on parle d'élevage. D'élevage, on a ce qu'on appelle l'élevage extensif et l'élevage intensif. Généralement, le pastoralisme vise ce qu'on appelle l'élevage extensif, c'est-à-dire c'est l'ensemble des troupeaux qui occupent le territoire, qui véritablement sont à la recherche d'équilibre sur le plan nutritionnel, ce qui justifie généralement des déplacements très très longs, ce qu'on appelle vraiment la transhumance, qui peuvent amener les troupeaux à même sortir des pays, aller du Sénégal à d'autres pays. Donc, si vous prenez cet angle en fait, dans l'activité du pastoralisme, c'est sûr que le foncier devient un problème très très important. Alors aujourd'hui, on a parlé de bilan de la recherche. Quel est l'apport qu'on peut considérer que la recherche a apporté justement au secteur? Voilà, justement, donc ça rejoint aussi le foncier, parce que quand vous voyez les animaux en transhumance, donc ils passent d'un terroir à l'autre, c'est sûr qu'il y a toujours des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Donc, ce qui pose la question du foncier. Et généralement, on le règle au niveau des communautés rurales, dans des discussions. Mais maintenant, la recherche a un rôle très, très important à jouer, ce qu'on appelle les unités pastorales, qui permettent à la recherche et au développement de travailler ensemble pour délimiter des zones de partage, parce qu'il ne faut pas oublier que l'agriculture et l'élevage, on ne peut pas les séparer. L'agriculture et l'élevage, c'est les exploitations familiales, ils sont en même temps agriculteurs et éleveurs. Donc le ministère de l'Agriculture aussi et de l'équipement rural, aussi bien que le ministère de l'Élevage et des productions animales, sont très impliqués dans ce processus de délimitation des unités pastorales. Parce que quand vous délimitez aussi des zones, des unités pastorales, il faut penser à l'agriculture. Donc comment faire en sorte que les acteurs puissent être ensemble, cohabiter sans problème. Donc là, la recherche a un rôle très, très important. Quelles sont les espèces fourragères? Quelles sont les zones qui sont des zones de culture? Quelles sont les zones qui sont les zones d'élevage? Nous animons un peu tout ce dispositif en cas de rencontre entre les partenaires pour qu'on se mette d'accord sur l'utilité du foncier dans chaque zone. Donc on fait des cartes, on fait si vous voulez, des zonages et on délimite ce qu'on appelle des zones agricoles à priorité agricole, des zones agricoles à priorité d'élevage, donc vous comprenez, on ne peut pas les séparer, mais souvent il faut qu'on se mette d'accord que nous sommes dans une zone qui est à priorité d'élevage. Et à partir de ce moment, nous travaillons dans la coexistence des acteurs. Et ça, la recherche a toujours joué un rôle très très important sur le bilan, en tout cas, de tout ce qui est fourrage. Le fourrage, quand on parle de fourrage, il ne faut pas que les gens oublient qu'il y a le fourrage aérien. Le fourrage, les gens pensent toujours à de la culture sur terre et tout ça. Mais il y a toujours les espèces forestières que nous sélectionnons et que nous mettons dans les parcours des animaux pour complémenter en termes de fourrage, mais qui devient des fourrages aériens. Vous vous rendez compte, les mimes, quand vous voyez, quand il y a des problèmes de sécheresse, quand il y a des problèmes de disponibilité, les gens taillent les nimes partout là pour donner aux animaux. Les gens se posent la question pourquoi les animaux mangent les nimes. C'est le fourrage aérien. Il y a beaucoup d'espèces forestières à péter que la recherche injecte dans le milieu pour pouvoir améliorer le statut nutritionnel de ces animaux. Donc, alors aujourd'hui, on a parlé du bilan de l'année 2016-2017. Comment on peut l'apprécier? Positif, négatif? Encore, il y a des choses à améliorer? Bon, c'est très positif parce que chaque fois nous avançons dans les problématiques. Je donne l'exemple des changements climatiques, l'adaptation au changement climatique. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans la stratégie de résilience des exploitations familiales. Nous travaillons sur l'alimentation, nous essayons de voir un peu la complémentation entre, disons, l'alimentation basée uniquement sur les fourrages et les concentrés. Vous avez entendu parler du ministre de l'élevage qui donne beaucoup d'aliments, ce n'est pas donné comme ça, c'est basé sur des activités de recherche sur lesquelles nous demandons à ce que le ministère de l'élevage et des productions animales puisse actionner des leviers qui permettent à ces animaux de traverser des périodes dures. Donc, ce zonage-là, c'est très très important parce qu'on fait la partition dans le temps et on développe des stratégies. Et donc, la recherche donc, a beaucoup donné sous forme de notes politiques au ministère, que ce soit aussi bien au ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural qu'au ministère de l'Élevage et des productions animales, pour qu'on puisse s'adapter à ce climat qui est en train de changer et que nous vivons. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais ce qu'il faut, c'est que développer tout de suite des alertes pour nous permettre de savoir, en fait, avec le climat qui change, de quoi demain sera fait. Et à partir de ce moment, on anticipe. L'anticipation, c'est très important pour qu'on puisse traverser des périodes difficiles, notamment l'élevage, qui constitue, pour les exploitations familiales, l'épargne en milieu rural. Vous voyez tous ces animaux, vous pouvez évaluer chaque tête combien ça coûte.
le savent plus que nous, et ça devient l'épargne en milieu paysan. L'épargne, ce qu'on appelle épargne sur pied. Et ça, je pense qu'il faudrait qu'on fasse tout pour qu'on puisse préserver cette épargne, parce que c'est ça la recherche un peu de ces éleveurs-là qui sont dans les différents terrains. D'accord, on sait que c'est la fin d'un exercice. Et quelles sont les perspectives pour le pôle? Bon, le pôle, ce qui est sûr, va se fortifier, comme parce que le pôle a déjà 20 ans d'existence. Le pôle, constitué par le CIRAD, qui est notre partenaire en France, l'ISRA, qui est l'Institut sénégalais de recherche agricole, le CIEL, le Centre de suivi écologique de l'Université Cheikh Anta Diop. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est des problématiques qu'il faut toujours prendre en charge. Et chaque fois qu'il y a des problématiques à prendre en charge, des données nouvelles, il faut qu'on voit effectivement quel est le partenaire le plus approprié pour prendre en charge cette question-là. Et maintenant, vous savez que c'est au-delà des frontières, parce que quand on parle de pastoralisme, les animaux ne connaissent pas de délimitations physiques de frontières. Là. Bon, ils passent du Sénégal au Mali, donc ça, il y a une intégration. Je crois que ça, c'est très important. Il faut que de plus en plus, que les pays de la sous-région voient que nous avons tous la même problématique. Donc je crois que le PPZS va s'inscrire dans cette dynamique, voir un peu au niveau sous-régional comment on pourrait travailler de manière civile. Parce que chaque fois qu'on parlera de santé animale, tous ces trucs transfrontaliers nous posent problème. On ne peut pas dire au Sénégal on a éradiqué la peuple contagieuse bovine si au Mali tout près la maladie se trouve là-bas. Il suffit que les animaux traversent, c'est question de transhumance parce que c'est des animaux qui se déplacent dans l'espace rural. Si vous voulez, les maladies reviennent. Donc on a dégagé des stratégies pour ça, par exemple, sur la santé animale, pour que quand même qu'on puisse préserver la santé de nos animaux ici au niveau du Sénégal. On a presque éradiqué les principales maladies. Ce qui nous reste actuellement, c'est plutôt la PPR. Et la PPR, vraiment, c'est une maladie qui est dans toute la sous-région. Donc nous essayons ici, nous sommes au laboratoire national d'élevage de recherche vétérinaire ici à Anne, où nous fabriquons les vaccins vétérinaires. C'est ici qu'on fabrique au moins une trentaine de vaccins que nous utilisons dans la campagne nationale de vaccination du ministère de l'Agriculture et que nous exportons aussi dans la sous-région parce que nous voulons aider aussi les pays à se prémunir de certaines maladies. Parce qu'on ne sera jamais indemne si les autres pays sont malades. Parce que ça, tout ça, c'est le pastoralisme, c'est les animaux qui se déplacent. Et je pense que le PPZS va de plus en plus s'inscrire dans cette dynamique et ouvrir le partenariat à d'autres institutions. Mais maintenant, les changements climatiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, restera toujours le cœur de nos recherches parce qu'il faut s'adapter au changement climatique. Voilà. C'est la recommandation forte. C'est une recommandation forte pour moi parce que je pense que maintenant, dans tous les domaines, la première stratégie, c'est de savoir que le climat change. Soit on maîtrise l'irrigation, c'est pour ça que le ministère de l'Agriculture, de l'élevage et des productions animales s'est vertu à mettre des forages un peu partout, pour que quand même qu'il y ait de l'eau. Et que maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, toujours avec le ministère de l'élevage, voir quelles sont les espèces fourragères qu'on pourrait développer même autour de ces forages pour sécuriser l'alimentation. Ça, c'est les changements climatiques. Monsieur le directeur général, ñu ñëwaat ci solo sa ndaje tey bi ñu ne bilangu ak bii ngeen weesu ngeen doon def noonu lan lañ ci mën a jàppe lu baax la wala am na loo xamante ni war nañ koo yokk ak